네, 여러분 안녕하십니까? 2024년 제13회 박경리 문학상 수상자 실비 제르맹 작가의 특별 강연 시작하겠습니다. 저는 오늘 진행을 맡은 문학평론가는 허이라고 합니다. 반갑습니다. 네, 우선 바쁘신 와중에 이렇게 참석해 주신 여러분께 감사의 말씀을 드립니다. 제가 알기로는 사전 신청을 미리 다 하신 걸로 알고 있는데요. 마감도 굉장히 빨리 됐고 또 보통 늦게 오시는 분들이 적지 않은데 이렇게 미리 다 오셔서 착석해 계시는 모습에 여러분들에 대한 문학의 열정을 다시 한번 느껴보게 됩니다. 이 박경리 문학상에 대해서 좀 말씀을 드리면요. 박경리 문학상은 민족의 순환사와 또 시대의 아픔을 장엄한 문학으로 승화시킨 고 박경리 작가님의 정신과 업적을 기려서 제정된 상입니다. 우리 문학의 지역성을 넘어서 또 아시아로 세계로 퍼져나가서 사랑과 평화와 또 정의를 향한 인류의 염원을 이루는 데 목적을 두고 있습니다. 전 세계 소설가를 대상으로 문학 본연의 가치를 지키면서 세계 문학사에 큰 영향을 끼친 이 시대의 가장 작가다운 작가에게 이 상을 수여하는데요. 2011년에 박경리 문학상이 제정되었고 제1회 수상자는 여러분들이 광장이라는 작품으로 잘 알고 계시는 최인훈 작가님이 1회 수상자이기도 합니다. 이후에 한국 작가님으로는 또 윤은길 작가님이 박경리 문학상 받으셨고요. 또 이스라엘의 아모스 오즈, 또 케냐의 은국기와 시옹호 작가 등 이 세계 문학의 거장들이 박경리 문학상을 받았는데요. 올해 제13회를 맞은 박경리 문학상은 8개월간의 심사 회의를 통해서 전 세계 작가 116명 가운데 최종 한 작가를 선정했습니다. 그 주인공이 바로 프랑스의 실비 제르맹 작가님인데요. 심사위원들은 이렇게 실비 제르맹 작가님의 업적을 평가했습니다. 실비 제르맹 작가의 작품들은 인류가 대면하고 있는 현실적인 고통과 악의 실제를 마주하고 동시에 생명과 희망의 가능성을 집요하게 추적하면서 현대 인간성의 위상에 대해 우리 자신의 얼굴에 대해 깊이 있는 질문을 던지고 있다. 또한 그녀의 문학 세계가 보여주는 우주적 상상력에 기반한 독창적인 서사와 감각적이며 사색적이고 시적인 아름다운 언어는 소설 장르의 오래된 가능성을 현대적 맥락에서 새롭게 창조하고 확장하는 데 기여했다. 네, 작가님에 대해서 좀 말씀을 드리면 1954년에 태어나셨고요. 1984년에 밤의 책으로 데뷔한 이래 소설가이자 또 철학자로서 프랑스는 물론 전 세계 독자들을 사로잡은 작가로 자리매김했습니다. 지금까지 20권이 넘는 소설 작품을 출간했고요. 예술과 시, 또 종교에 대한 에세이, 전기 등을 포함해서 40여 권에 달하는 책을 출간했습니다. 작품들이 페미나상, 또 국제 라이온 클럽상, 에르메스상, 장지오노상, 또 고등학생들이 선정한 콩쿠르상 등 유명 문학상을 다수 받았고요. 이러한 공로를 인정받아서 벨기에 왕립 아카데미 회원, 또 마르그리트 듀라스 문학상 명예회장으로 선정된 바 있습니다. 국내에는 실비 제르맹 작가의 저서가 여러 권 번역되어 있는데요. 앞서 들어오시면서도 전시되어 있는 책을 보셨겠지만 소설로는 밤의 책, 또 호박색 밤, 분노의 날들, 마그누스, 프라하 거리에서 울고 다니는 여자, 숨겨진 삶, 소금 조각이 있고요. 그리고 에세이로는 페르소나주, 빛의 아틀리에가 국내에 소개가 되어 있습니다. 실비 제르맹 작가님은 이번 주 초에 내한을 했는데요. 수요일에 기자간담회가 있었고 또 목요일에는 박경리 문학상 시상식에 또 참석을 했습니다. 오늘은 또 그 대미를 장식할 수상 작가의 만남이 이루어지는데요. 글쓰기의 공간이라고 하는 주제로 매우 심도 있는 문학 강연을 해주실 예정입니다. 그리고 강연 후에는 또 사전에 여러분께서 질문을 남겨주셨는데요. 그걸 제가 대신 좀 소개해드리고 작가님의 질문을 이렇게 소화하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 또 만약 시간이 조금 더 된다면 여기 계신 분들께 좀 마이크를 전달드려서 직접 좀 질의응답하는 시간도 가능하다면 가져보도록 하겠습니다. 그리고 아까 말씀드린 대로 사인회 자리가 마련되어 있는데요. 예, 사인도 받아가시길 바라겠습니다. 통역은 동시 통역으로 진행되고요. 네, 채널 번호는 1번입니다.
자, 그럼 제13회 박경리 문학상 수상자 실비 제르맹 작가의 특별 강연 본격적으로 시작해 보겠습니다. 박수로 작가님 맞아주시죠. Alors déjà, 안녕하세요. Donc, le titre, c'est Les lieux de l'écriture. L'usage de l'écriture, romanesque ou poétique, comme celui de la pensée et de l'imaginaire auquel il est foncièrement lié, questionne la relation au lieu. Quel est le lieu d'inspiration de l'écriture? Quelle est son importance dans son mûrissement et son accomplissement? Ce lieu ne se limite pas au seul espace géographique. Il est pluriel, mouvant, il est poreux et interpénétrable. Il met en mouvement un réseau de connexions entre différentes particularités. Je signalerai quelques-unes parmi bien d'autres de ces particularités: l'enfance et l'héritage, la solitude et la blessure, la langue, le témoignage et le silence. Nous naissons quelque part, dans tel pays, en tel lieu précis. Il importe peu de savoir si la localisation de notre entrée dans le monde est due au hasard ou au destin. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons des hasards qui jalonnent nos vies. Au cours du temps, le tissage des hasards se transforme en destin. Et que ce soit par choix ou par obligation, que l'on demeure dans son pays d'origine ou que l'on s'en éloigne, que même l'on s'en sépare à jamais, le lieu où s'est formée l'enfance ne disparaît jamais totalement, même si on croit l'avoir oublié ou si on a voulu le renier, car aussi discrètes soient les traces qu'il laisse dans notre mémoire, dans notre sensibilité, elles sont indélébiles. Le terroir berceau a la force d'un socle, et d'un socle radiant, comme l'a noté le grand écrivain hongrois Márai Sándor. Au cœur de toute vie et de toute conscience, il existe une personne, une situation, un souvenir dont la lumière éclaire les expériences ultérieures de la vie et de la conscience. Un parent, une personne de notre enfance, l'atmosphère de notre ville natale, qui demeure notre compagnon de voyage, même si nos pas nous emmènent loin dans le monde. Ma ville natale, c'est Budapest, passée sous domination étrangère après la Première Guerre mondiale, a été pour moi ce souvenir déterminant d'une importance capitale, la ville où je suis née, où j'ai vécu enfant. Fin de la citation. Chacun porte en soi un enfant clandestin, l'enfant qu'il fut. Et cet enfant invisible, que l'on néglige ou carrément ignore le plus souvent, est empreint de l'atmosphère du lieu et de l'environnement affectif, linguistique, culturel, spirituel, dans lequel il s'est constitué. Les écrivains et les artistes en général gardent un contact spécifique avec l'enfant caché en eux. Que ce contact soit douloureux, enchanté, conflictuel ou paisible, réfléchi ou exagérément fabulé et distordu, il reste vif et il influe subrepticement sur leur inspiration. Il est cet irréductible qu'a souligné Roland Barthes, cette énergie qui s'est diffusée dans notre chair, notre sang, et qui continue à irradier au plus profond de notre mémoire et de notre imaginaire, à fleur d'oubli souvent, et qui surgit à l'improviste par à-coups plus ou moins brusques, par bouffées plus ou moins fortes. Tout adulte est habité par ces échos montés de son enfance. Les artistes en sont des corps de résonance particulièrement sensibles. Parmi de très nombreux exemples, je veux mentionner Bak Myung-ni, dont les premiers écrits ont été marqués par les épreuves de sa vie personnelle, avant de s'ouvrir à l'histoire de son pays. Et si elle a touché un très large public,
C'est parce que sa voix s'est entretissée avec autant de sensibilité que d'acuité aux innombrables voix des gens de son pays en un siècle qui fut particulièrement meurtri. Il faut que le lien entre l'enfant et l'adulte qu'il est devenu demeure vivace, que le lien entre l'intime et le monde soit étroit pour devenir fécond. On ne peut s'ouvrir à l'universel qu'à partir d'un ancrage suffisamment nourricier, fût-il rude ou amer. On ne peut se lever et se mettre en mouvement sans une base de départ. On ne peut affronter l'espace qui se déploie devant nous, tout autour de nous, sans un minimum de lest territorial, affectif et culturel. Mais il est tout aussi nécessaire que nos racines se fassent souples, ramifiantes, aériennes, pour s'enlacer à d'autres et se diversifier. Le danger est toujours de se scléroser dans un enracinement identitaire, rétif, voire hostile à toute altérité. Chacun porte en soi un enfant clandestin, mais cet enfant lui-même porte en lui une lignée d'ancêtres, directs et indirects, autant qu'il est porté par eux. Toute voix, aussi originale soit-elle, est polyphonique. Un chœur d'innombrables voix, dont beaucoup se sont tues depuis longtemps, irrigue et soutient celle de tout écrivain. Voix tue, mais non éteinte, qui fluent à travers le temps et murmurent en sourdine dans la chair du présent. Nos ancêtres n'ont pas pu nous connaître dans leur existence, écrit Rainer Maria Rilke dans ses lettres à un jeune poète. Et pourtant, ces êtres du passé vivent en nous, au fond de nos penchants, dans le battement de notre sang. Ils pèsent sur notre destin. Ils sont ce geste qui ainsi remonte de la profondeur du temps. Fin de la citation. Tant de gestes, tant de voix, tant de passions remontent de la profondeur du temps jusqu'à nous. Nos ancêtres sont si nombreux, mais nous ne connaissons que très peu d'entre eux. Et parmi ces êtres du passé, tous ne sont pas nos ascendants en ligne directe. Nos généalogies sont composites. Elles s'enrichissent de racines adventives qui proviennent du rayonnement de personnes ayant accompli au cours des siècles de hauts faits civilisateurs, artistiques ou spirituels, dans l'espace culturel qui est le nôtre, et aussi en provenance d'autres cultures. Les liens de l'encre sont aussi forts que ceux du sang. Les liens de la pensée et des émotions artistiques aussi importants que ceux de la chair et parfois même davantage. Mais pour mesurer l'ampleur de la foule qui précède et façonne chacun d'entre nous, il faut s'arrêter un moment et se mettre à l'écoute de sa rumeur, comme l'exprime Guillaume Apollinaire dans son poème Cortège. Un jour, dit-il, un jour qu'il s'attendait lui-même, il vit passer 1000 peuplades blanches, dont chaque homme tenait une rose à la main. Et le langage qu'ils inventaient en chemin, je l'appris de leur bouche et je le parle encore. Le cortège passait et j'y cherchais mon corps. Tous ceux qui survenaient et n'étaient pas moi-même amenaient un à un les morceaux de moi-même. On me bâtit peu à peu comme on élève une tour. Les peuples s'entassaient et je parus moi-même conformer tous les corps et les choses humaines. Chacun porte en soi la rumeur du temps, mais sans y prêter toujours attention. Les écrivains doivent se mettre à son écoute pour reconnaître qu'ils sont déjà parlés, qu'ils sont déjà écrits par celles et ceux qui les ont précédés en écriture. Toute lecture laisse des traces dans la pensée et la sensibilité du lecteur. Toute écriture est palimpseste. Que nous en ayons ou non conscience, que nous l'acceptions ou pas, nous sommes tous des héritiers dans un monde qui ne cesse jamais de s'écrire. Pour reprendre une expression d'Henri Michaud, on peut dire que l'écrivain, que tout artiste,
est une machine à faire des remous dans le passé. L'héritage biblique a formé l'esprit européen. Il a structuré sa représentation du monde et de l'homme, façonné sa conscience politique, sociale, éthique, religieuse et imprégné son imaginaire, comme le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme ont marqué en profondeur la culture traditionnelle coréenne. Pendant des siècles, la Bible a offert un réservoir inépuisable de réflexions, d'histoires et de personnages, d'images et de visions aux artistes européens. Cette source ne s'est pas tarie, mais depuis plus d'un siècle, elle a progressivement perdu de son pouvoir d'attraction auprès des artistes. Pour la plupart des écrivains contemporains, la Bible n'est plus une source d'inspiration. Cependant, des traces persistent, en creux, en ruine, en noir parfois, dans les écrits de certains auteurs. Nous continuons à faire des remous, même affaiblis, dans la Bible. La solitude aussi est un lieu indispensable à l'écriture. Il est en effet nécessaire d'habiter la solitude au cœur même de la foule de nos ancêtres et de nos contemporains, afin de chercher sa propre voix, de la dégager de la rumeur ambiante pour tâcher de lui donner à son tour un peu de résonance. Elle ne nous coupe pas du monde, elle nous y relie autrement, en le tenant à une certaine distance, et cet écart crée un espace de perspective et une acoustique particulière qui rendent possible le repérage de détails jusque-là passés inaperçus. L'éveil d'idées et de pensées qui restaient en latence, le surgissement de souvenirs oubliés, l'intuition de sens là où l'on n'en trouvait pas, et aussi bien l'intuition de non-sens, d'absurdité ou de fausseté là où on ne les soupçonnait pas. La solitude est un lieu de décantation de la pensée, du jugement, de la perception et d'activation de l'imaginaire. Aucun homme, aucune femme n'est une île, note Amos Oz. Mais chacun d'entre nous est une presqu'île, une partie rattachée au continent, l'autre tournée vers l'océan. Une partie est reliée à une culture, une tradition, un pays, une nation, un sexe, une langue, etc. L'autre veut rester seul face à la mer. Nous devrions avoir le droit d'être des presqu'îles. Fin de la citation d'Amos Oz. Le poète Rilke, lui, considérait la solitude comme essentielle à la création, vitale. Il la comparait à celle que connaît l'enfant perdu au milieu des adultes, dont il ne comprend pas les affairements et les soucis, souvent très vains en vérité. Il soulignait aussi que cette grande solitude est par essence lourde à porter. Les activités mentales et psychiques mises en mouvement dans la solitude peuvent en effet se révéler éprouvantes, déstabilisantes, parfois jusqu'à l'angoisse, l'égarement, car elles nous confrontent aussi bien au chaos et aux obscurités du monde et de l'histoire qu'à nos propres opacités, à nos blessures, à nos démons intérieurs et à nos larmes. Oui, la solitude est par essence lourde à porter. Le travail de l'écrivain consiste à renverser ce poids en énergie, cette dislocation de l'espace intérieur en un réseau de chemins imprévus. Marguerite Duras a éprouvé intensément l'angoisse de solitude, en lien indissociable avec l'écriture. Dans un texte intitulé précisément « Écrire », elle déclare « Écrire quand même, malgré le désespoir ». Et aussitôt elle rectifie « Non, avec le désespoir ». Ce changement de préposition opère un tournant radical. C'est le renversement d'une lutte en alliance, d'un refus en consentement, d'un effroi en désir. C'est le retournement d'une impuissance en créativité,
la conversion de la lourdeur de solitude en liberté. Ce lieu d'égarement qu'est l'écriture à chaque commencement est pour elle la seule certitude. Quand je commence un livre, dit-elle, je suis dans le livre, je ne suis pas ailleurs. L'espace, le large, la liberté, c'est le livre. Et elle ajoute qu'il faut laisser le mot venir quand il vient, l'attraper quand il passe, à sa place de départ ou ailleurs quand il passe. Et vite, vite écrire, qu'on n'oublie pas comment c'est arrivé vers soi. J'ai appelé ça littérature d'urgence, laisser souffler le vent du livre. Fin de sa citation. Lorsqu'on écrit avec la détresse qui nous saisit devant la page blanche, la page muette, que l'on supporte le poids de la solitude, du vide, de l'attente, lorsqu'on prend la patience de veiller sur le sens absent, selon une expression de Maurice Blanchot, alors l'espace de la pensée se déploie, se dilate, et le vent du livre peut se lever et souffler en liberté, apportant des idées, des images, des scènes dont on ne soupçonnait pas la présence en soi. Jean Genet dit à propos des sculptures de Giacometti qu'il n'est pas à la beauté d'autre origine que la blessure. Blessure singulière, différente pour chacun, cachée ou visible, que tout homme garde en soi, qu'il préserve et où il se retire quand il veut quitter le monde pour une solitude temporaire mais profonde. On peut reprendre ce constat en disant qu'il n'y a pas d'autre origine à la création artistique, quelle que soit sa forme, que le heurt à la solitude, l'écorchement à l'inconnu de soi. Le lieu de l'écriture se déploie en spirale toujours plus ample, plus ouverte, traversée de dynamiques qui se complètent. L'enfance est origine, mais elle est elle-même précédée par une autre origine ancestrale. La solitude de l'écriture est une épreuve, un tourment, mais elle permet d'élargir l'horizon de la pensée, d'aviver l'attention, la rêverie intuitive et d'aiguiser la sensibilité à la langue. Le langage, lieu par excellence de l'écriture, celui où se brassent tous les autres milieux de l'écriture, celui qui les irrigue. L'écrivain habite le langage, il l'arpente et le sonde, il l'écoute, il le pèse. Il ne le sépare pas de la pensée. Écrire, c'est converser avec la langue, en éprouver l'esprit, en goûter la saveur. Le langage n'est pas un instrument, dit le philosophe Giorgio Agamben. Il est notre visage, l'ouvert dans lequel nous sommes. Le visage est la plus humaine des choses. L'homme a un visage et non pas simplement une tête ou un museau, parce qu'il demeure dans l'ouvert, parce qu'à travers son visage, il s'expose et communique. Pour cette raison, le visage est le lieu du politique. Le visage, le langage. Lieu du politique, car lieu de la mémoire, de l'éclat du présent et d'ouverture à l'avenir. Le langage, le livre. Lieu du politique, car lieu de témoignage. Écrire, c'est toujours porter témoignage de quelque chose, d'un événement, lumineux ou tragique, de fait, grand ou banal. C'est témoigner contre ou en faveur de quelqu'un ou de plusieurs, voire de peuples, selon le plan d'histoire que l'on évoque. Certains événements sont si violents qu'il semble impossible de témoigner à leur sujet, tant leur démesure déborde les possibilités du langage, humilie la raison. Il en est ainsi avec les guerres, les crimes de guerre, les génocides. Et cela d'autant plus que la plupart des témoins directs des pires tragédies de l'histoire disparaissent dans la tourmente, qu'ils ont d'emblée la parole coupée, volée,
et que celle des survivants est souvent refoulée, inaudible. Peut-on raconter? Le pourra-t-on? S'est interrogé Georges Semprin dès sa sortie du camp de Buchenwald. Le doute me vient dès ce premier instant, déclare-t-il dans L'écriture ou la vie. Un doute sur la possibilité de raconter. Non pas que l'expérience vécue soit indicible, elle a été invivable, ce qui est tout autre chose. Autre chose qui ne concerne pas la forme d'un récit possible, mais sa substance. Non pas son articulation, mais sa densité. Ne parviendront à cette substance, à cette densité transparente, que ceux qui sauront faire de leur témoignage un objet artistique, un espace de création ou de recréation. Seul l'artifice d'un récit maîtrisé parviendra à transmettre partiellement la vérité du témoignage. Mais ceci n'a rien d'exceptionnel, il en est ainsi de toutes les grandes expériences historiques. La fiction, en mettant en scène des personnages capables d'émouvoir notre imagination, notre conscience autant que notre sensibilité, peut parvenir à donner un témoignage de ce qui est non transmissible par des récits factuels ou des concepts. Comme le rappelle Milan Kundera, le romancier n'est ni historien ni prophète, il est explorateur d'existence. La fiction, le témoignage, lieu de profonde humanité quand ils prennent en considération la vulnérabilité et la complexité de l'être humain et restituent à son visage sa grandeur et sa dignité. Ainsi en est-il de l'œuvre de Pak Yong-ni. Et à l'intérieur même du langage, en soubassement de l'écriture et de tout témoignage, il y a le silence. Un silence plus originel que la parole, plus vaste que le chant du langage, plus puissant et plus pur que le plus authentique témoignage. On écrit toujours en tension entre un fond de silence mêlé de rumeurs et un horizon de silence qui sans fin se retire, mais nous éclaire à mesure. Le visage est langage, le langage est visage, et l'écriture est témoignage pour l'homme. Visage, langage, témoignage et silence, lieu de brûlure, car selon la magnifique expression du poète argentin Roberto Juajos, nous sommes le reste de quelque chose qui nous consume. 네, 실비 제르맹 작가님의 글쓰기의 공간이라는 특별 강연 들어봤습니다. 우선 이 수상 작가와의 만남이 소개가 될 때, 또 주제가 공개가 될 때 글쓰기의 공간이라고 해서 작가가 프랑스의 어떤 지방에서 글을 쓰지 않나? 뭐 이렇게 생각하시는 분들도 적지 않으셨을 듯합니다. 그런데 방금 들으셨다시피 실비 제르맹 작가님이 이야기하고 있는 글쓰기의 공간이라고 하는 것은 그 글쓰기가 탄생하는 작가의 내면과 우선 관련되어 있고요. 그것은 우리의 유년이라고 하는 어린 시절의 기억과 맞물려 있고, 동시에 그 유년 시절은 그냥 단독적으로 존재하는 것이 아니라 우리의 그 과거 선조들, 그러니까 역사라고 하는 것과 접합되어 있다라고 하는 것도 강조해 주셨고요. 그리고 글쓰기를 하는 데 있어서 특히나 작가가 이 언어라고 하는 것을 매우 심도 있게 탐구를 할 수밖에 없는데, 그것이 곧 우리가 가지고 있는 인간 고유의 얼굴이라고 하는 이 상징과 맞닿아 있고, 더불어서 우리가 그걸 통해서 무언가 감춰진 것, 그리고 말할 수 없음에 대한 것을 이야기하는 증언으로서 가능하게 만드는 그런 문학의 힘에 대해서도 말씀을 해주셨죠. 그리고 마지막에는 이 침묵의 중요성에 대해서도 언급을 해주셨는데요. 사실 침묵이라고 하는 것이 이제 보통은 그냥 아무 말도 하지 않는 것이라고 우리는 생각합니다만, 실제로는 그 침묵이라고 하는 것이
굉장히 많은 잠재성이라고 하는 걸 내포하고 있죠. 어, 유치원 시인의 깃발이라는 시 여러분들 잘 알고 계시겠습니다만 이것은 소리 없는 아우성이라고 해서 실제로 그것이 소리가 나지 않는 듯하지만 그 안에서 격렬하게 끌어오르는 내면의 응축 같은 것들이 녹아 있잖아요. 예, 그러한 침묵에 대해서도 작가님께서 글쓰기의 공간이라고 하는 주제로 말씀을 해주셨습니다. 여러분께서 여러 가지 질문을 또 남겨주셨는데요. 우선 그 작가님께서 들려주신 이 강연을 듣고 작가님께 몇 가지 좀 질문을 드리고 그리고 여러분들의 사전 질문 제가 대신 전달 드리도록 하겠습니다. 네, 실비 제르맹 작가님께 이걸 좀 여쭤보고 싶습니다. 글쓰기의 공간이라는 주제로 특히 이 유년 시절의 공간 혹은 이제 기억이 중요함을 이제 말씀해 주셨는데요. 그것이 실제 실비 제르맹 작가님의 문학에는 어떤 식으로 좀 반영이 되었는지, 현재의 작품에서는 좀 어떤 방식으로 재해석되고 있는지 말씀을 들려주시면 감사하겠습니다. C'est toujours difficile d'être sûr, c'est pas toujours conscient, voilà. Chez certains écrivains, c'est très conscient. Moi, je fais partie des écrivains où c'était pas très conscient, mais dans mon premier roman surtout, celui qui s'appelle Le Livre des Nuits, je me suis rendu compte après, pas en écrivant, mais après, qu'il y avait beaucoup d'influence, de souvenirs d'enfance, de région, là où j'allais enfant chez des grands-parents et de personnes que j'ai connues là-bas, d'histoires que j'ai entendues et qui m'ont marqué. On est très, très impressionnable quand on est enfant, très. Que ce soit des histoires qu'on entend, mais également même les odeurs, les saveurs, tous les sens sur le plan sensoriel. Tout commence dans l'enfance et on garde ça. Bon, il y a l'exemple si célèbre de Proust, pour ceux qui ont lu La Recherche du temps perdu, l'exemple tellement célèbre quand il va manger cette madeleine trempée dans du thé et soudain il retrouve toutes les impressions d'enfance. Je pense que toutes les personnes font cette expérience et plus on vieillit, plus on fait ce genre d'expérience. Ou soudain, mais parfois une odeur, et on peut soit être heureux, soit fondre en larmes parce que ça nous rappelle quelqu'un de disparu, un événement heureux ou malheureux. Donc, je crois que c'est surtout dans mon premier livre. Après, ça a été plus diffus. Et c'est pourquoi, quand je parle des lieux de l'écriture, c'est pas tellement finalement des lieux géographiques que des lieux sur le plan mental. Et je crois qu'un lieu important, c'est celui de la culture d'où on vient. Et c'est pourquoi je mentionnais la Bible en tant qu'Européenne, enfin, les Grecs, la Bible, et je suis consciente qu'en Corée, le fond culturel et donc les échos qui vont venir dans l'écriture ou les créations artistiques d'artistes coréens n'est pas la même. Mais l'humain reste le même. Le souci pour l'humain reste le même. Et c'est ça qui est intéressant quand on lit des littératures venant d'autres cultures, par exemple du monde musulman, monde bouddhiste, voilà, d'autres univers. C'est chaque fois de voir comment dans chaque peuple, on parle de l'humain, ce qu'il y a de commun à l'humain. En fait, sa vulnérabilité, sa fragilité. 네, 작가님의 첫 데뷔작 밤의 책 저기에도 전시가 되어 있습니다. 이 작품으로 작가님께서 6개의 문학상을 받으면서 이략 프랑스 문단의 아주 중요한 작가로 부상을 했는데요. 작가님이 1954년생이고 1984년에 이 작품을 냈으니까 딱 30세가 되던 해에 첫 번째 장편 소설을 쓴 것인데요. 모든 작가는 그런 식으로 이제 본인의 처음 작품에는 어떤 방식으로든 그 유년의 경험들, 아까 말씀하셨던
어떤 자기가 자라왔던 공간에 대한 향수를 어떻게든 반영하는 형태의 작품이 나올 수밖에 없다는 생각도 들긴 합니다. 아까 프루스트의 예를 들어주셨지만 마들렌을 먹으면서 동시에 예전의 과거의 기억으로 쭉 빨려 들어가잖아요. 그런 것처럼 우리 모두에게도 이제 그러한 유년이 있음을 우리의 그런 원체험이 무엇인가를 작가님의 답변을 들으면서 또 생각해 보게 되고요. 그 문화적 그 틀에 대해서도 말씀을 해주셨습니다만 작가님께서는 유럽, 그러니까 프랑스 내에서 서구 기독교의 문명이라고 하는 것을 워낙 강력한 어떤 자장 아래에서 성장을 해오신 거고 또 반대로 우리나라의 경우에는 사실 유교 문화권이라고 하는 게 존재하잖아요. 그래서 한국에서 쓰여진 작품들은 기묘하게도 다 호칭들이 뭔가 뭐 처제니 혹은 뭐 형부니 뭐 이런 가족 관계에 대한 이야기가 굉장히 좀 디테일하게 쓰여 있고 이런 것들도 이제 한국 문학이 프랑스어로 번역이 됐을 때 느끼게 되는 어떤 생경함 이게 한국 작가들이 갖고 있는 어떤 문화적인 틀이라고 하는 거구나라고 좀 느끼게 되는 면이 있는 것 같기도 합니다. 어쨌든 작가님께서 구체적으로 설명을 해주셔서 감사드리고요. 그리고 한 가지 더 좀 여쭤본다면 작가님께서 고독에 대해서 또 말씀을 해주셨습니다. 사실 이 고독이라고 하는 것과 외로움이라고 하는 것을 또 구분해서 생각해 볼 수도 있을 것 같습니다. 외로움이라고 하는 게 자기가 원치 않는데 타자와의 관계가 단절되어서 어떻게든 내가 다른 사람들과 연결되고 싶은 어떤 그런 갈망이 존재하는 것이 외로움이라면 고독이라고 하는 것은 의외로 좀 자발적이고 또 창작을 위해서는 어떻게 보면 좀 필수 불가결한 요소가 아닌가라는 생각도 드는데요. 작가님께서 창작을 하실 때 이런 고독이 작가님의 사유나 또 상상력을 어떻게 좀 자극하는지 또 그 과정에서 느끼는 작가님의 고독이라고 하는 것은 어떻게 좀 더 부연해서 설명해 주실 수 있을지 좀 들어보고 싶습니다. La solitude, ça me semble, déjà pour le travail d'écriture lui-même, c'est à la fois la solitude et le silence pendant le temps de travail d'écriture même. Même s'il y a des écrivains qui peuvent écrire dans des lieux publics ou avec de la musique, mais moi j'ai besoin vraiment du silence, voilà. Et la solitude, comme je disais, ça permet de décanter les impressions, les sensations ou les idées un petit peu vagues que l'on a. Il faut toujours un temps de maturation, un temps d'écoute intérieure. Et c'est vrai qu'il y a ce texte, j'imagine que plusieurs personnes doivent connaître le poète allemand Rainer Maria Rilke que j'ai mentionné, et un petit livre de lui qui est très célèbre, qui est très beau, et qui s'appelle Les Lettres à un jeune poète, et il parle dedans à ce jeune homme qui lui avait écrit en lui disant, voilà, je voudrais devenir moi aussi un poète, qu'est-ce que je dois faire? On ne peut pas donner de conseils pour ça. Et Rilke parle beaucoup de cette solitude qui est nécessaire pour trouver sa propre voie. Mais on peut trouver sa propre voie parce qu'on est entouré de voix. Hein. C'est pourquoi je parlais de l'importance des ancêtres, pas seulement de sa lignée généalogique, bien sûr, elle est là, elle marque l'enfance. Mais après, intellectuellement, culturellement, on peut se sentir, avoir l'impression que Homère ou Shakespeare ou je sais pas, Lao Tse ou le Saint-Augustin ou Proust, enfin qui vous voulez, vous est plus proche parfois que votre grand-père ou que votre grand-mère. Parce que si c'est des auteurs qui vous ont profondément marqué et qui ont une influence sur votre pensée, sur votre manière de sentir le monde, ils font partie de votre famille. Voilà. Moi, j'ai une très très grande famille comme ça, qui parfois j'ai des ancêtres qui ont 500 ans ou
Je parlais de Saint-Augustin, ça pourrait être d'autres. Et c'est ça qui est extraordinaire, justement, c'est que ça puisse circuler. Et donc après, la solitude est importante pour que toutes ces voix soient à la fois sensibles, mais fassent un peu silence et qu'est-ce qu'on fait en réponse à ces voix, qu'on rentre dans un dialogue ou qu'on prolonge ce qu'on dit ces voix. C'est pourquoi cette solitude, j'appelle ça comme une chambre d'écho. Je sais pas comment on dit, une chambre, voilà, une chambre d'écho. Il y a une acoustique aussi de l'écriture qui me semble importante. Et c'est pourquoi aussi des écrivains comme Marguerite Duras ou Rilke insistent sur le fait que c'est aussi douloureux, que c'est une épreuve, parce qu'il y a des moments d'être seul entre silence et rumeur pour chercher sa propre voix, c'est quand même une épreuve. Et parfois, quand je dis il y a des pensées qu'on soupçonnait pas avoir, qui peuvent venir, ça peut être de très belles choses, mais parfois ça peut être des angoisses terribles. Voilà. 네, 이 고독이라고 하는 것에 대해서도 작가님의 말씀을 들으면서 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 그 지그문트 바우만이라고 하는 사회학자가 있는데 고독을 잃어버린 시간이라고 하는 책을 쓰기도 했죠. 현대인들이 잃어버리고 있는 것들이 많은데 그 가운데 하나가 고독이다. 근데 그 고독이라고 하는 것이 왜 필요한가? 지금 돌이켜보면 우리는 어떤 때보다 글쓰기를 어쩌면 많이 하고 있는 시대에 살고 있는 것 같기도 합니다. SNS라고 하는 페이스북이라든가 인스타그램이라든가 뭐 여러 가지 그 인터넷 미디어를 통해서 본인의 이야기를 쓰지만 동시에 그것이 정말 자기의 고독에서 비롯된 것인지 아니면 지금 현상적으로 흘러가는 어떤 흐름들을 단지 뒤쫓기 위해서 그것들을 그냥 거울처럼 내가 되비추고 있는 건 아닌지 이런 것들을 돌아보게 되는데요. 어쨌든 소설이라고 하는 장르 혹은 진지한 글을 쓰는 사람들이 이 고독과 마주해야 한다라고 하는 것이 굉장히 또 어렵게 들리지만 그것이 반드시 또 필요한 일이구나라고 하는 것을 절감하게 됩니다. 제가 또 작가님께 제 질문으로는 이제 마지막으로 여쭤보고 싶은 것은 요즘에 챗 GPT를 비롯한 인공지능의 시대가 도래하고 있습니다. 그래서 요즘에는 컴퓨터가, 그러니까 인공지능이 소설을 쓴다. 이러한 그 사례도 나오고 있는데 어떻게 보면 그런 챗 GPT 같은 인공지능은 기존에 아주 수많은 소설가들이 집약해 놓은 문학 작품을 다 학습한 다음에 그것들을 재배치하는 형태로 어떤 문장을 계속 내놓고 있는 건데 이런 것들을 어떤 경우에는 소설이라고 부르는 경우도 있고 어떤 경우에는 그냥 의미 없는 문자의 나열이나 이렇게 여기는 입장도 있는 것 같습니다. 작가님께서는 이러한 세태에 대해서 또 작가님의 생각으로는 그러한 양상을 좀 어떻게 평가하고 계신지 여쭤보고 싶습니다. Peut-être que l'année prochaine, vous allez décerner le prix Pak Myung-mi à l'intelligence artificielle. Hein? Je ne sais pas comment la personne pourra venir. ChatGPT viendra faire une conférence, je ne sais pas. Non, d'abord, je n'ai pas lu ce genre de roman. J'ai tellement de retard et de manque de lecture que je vais quand même pas perdre du temps pour lire les livres de ChatGPT. Je vois pas l'intérêt. J'aime bien qu'il y ait un auteur derrière. Je sais pas trop que penser de ça. J'avoue que je suis d'une génération qui n'a connu que très tardivement tout ce qui est informatique. Donc, à la différence de tous ceux qui sont jeunes et qui sont nés en faisant ça déjà dès leur naissance, bon, je n'ai pas cette aisance, je n'ai pas ce recours. Il y a une chose que je note en voyant, par exemple en France ou partout,
quand les mères promènent leurs enfants dans des poussettes, il y a déjà un sociologue qui avait remarqué, autrefois, les bébés étaient dans des poussettes, fermées devant, et le bébé regardait sa mère, en fait, voyait sa mère. Depuis 20 ans, les poussettes, le bébé voit, ce qui est très bien, il voit la rue, il voit les gens, il est ouvert sur le monde. Ça, c'est bien. Mais maintenant, j'ai vu des mères avec la poussette ou des pères. Le petit a déjà un écran avec des petits dessins animés ou des petits jeux. Il ne regarde plus le monde. Et la mère est au téléphone, elle parle avec d'autres personnes et il n'y a plus de communication. Et je pense qu'avec le temps, ça va laisser des traces. Si je parlais de l'importance de l'enfance, où notre sensibilité se met en place, si un tout petit enfant, dès la naissance, est habitué non pas à regarder le monde, mais à taper, à regarder des films, et surtout à ne jamais s'ennuyer. Ça, le thème de l'ennui, je le trouve très important. Moi, il m'est arrivé beaucoup dans l'enfance, des moments où je m'ennuyais. Mais c'est bien de s'ennuyer. Et maintenant, on ne permet pas aux enfants de s'ennuyer, surtout pas. Il faut toujours les occuper. Or, l'ennui n'est pas toujours agréable, d'accord, mais quand on s'ennuie, c'est une expérience de solitude, mais dans laquelle on peut développer sa capacité d'imagination, de rêve, de souvenirs. Qu'est-ce qu'on fait quand on s'ennuie? On est seul avec soi-même. Eh bien, on va chercher tout ce qu'il y a d'altérité en nous, parce que on n'est jamais seul. Je parlais des ancêtres, je parlais de tout ce qu'il y a autour, de tous ces voix qui nous ont fait. Et si on ne permet jamais, depuis l'enfance, à une petite fille, un petit garçon, de s'ennuyer un peu de temps en temps pour devenir imaginatif, pour se dire il s'ennuie, un petit enfant avec un stylo va faire des tas de choses, un petit bonhomme, il va inventer des tas de choses avec un bout de ficelle. Mais maintenant, non, tout est donné. Ils sont occupés tout le temps. Et ça fait partie, vous voyez, de choses, il faudrait équilibrer. Ça fait partie, voilà, d'un processus qui coupe trop l'individu, l'être humain, de, de ce qu'est en profondeur quand même l'être humain, d'une forme de vulnérabilité, mais de plasticité aussi de l'être humain. Alors, ils vont développer des capacités que des gens comme moi n'auront jamais. Je suis très admirative devant des jeunes si à l'aise avec l'informatique. Il y a des choses très positives. Mais ce qui est dommage, c'est que ça enlève, voilà, des qualités et aussi celle de l'attention, la capacité d'attention. Il y a des neurologues qui se penchent sur cette question des effets de fait d'être toujours sur des jeux, des choses comme ça, et de zapper tout le temps. Et ça, eh ben, on n'a plus d'attention. La capacité d'attention devient celle, comme on dit, d'un poisson rouge. Vous savez, le poisson rouge dans son bocal. On dit que quand le poisson rouge a fait un tour, il a déjà totalement oublié qu'il avait fait un tour. C'est très limité l'attention et la mémorisation d'un petit poisson rouge. Eh bien, on est en train de fabriquer des poissons rouges qui vont être très performants dans beaucoup de domaines, mais sans mémoire. Et aussi le problème de la mémoire. On ne mémorise plus grand-chose. Tout est délégué à son téléphone, à son appareil. Je suis frappée quand on demande, parfois on parle avec des personnes, et quand c'est des personnes jeunes de vos âges, d'un coup, ils ne réfléchissent pas. Ils prennent tout de suite leur appareil, ils tapent Google, ou on va tout de suite chercher la réponse. Pas de problème, on a tout sur un appareil. Ben oui, mais où est sa mémoire à soi? Voilà, ça fait partie de... Bon, j'ai été un peu longue, pardon. 아닙니다. 예, 작가님의 말씀을 들으면서 예,
역시 테크놀로지의 이 발전이라고 하는 게 우리의 생활을 편리하게 해주기도 하지만 인간 본연이 갖고 있는 역량이라고 하는 것, 그게 작가님께서 말씀하신 글쓰기의 공간을 더 심화시키는 데는 오히려 악재로 작용할 수도 있겠다라는 생각을 또 해보게 됩니다. 자, 이제 여러분께서 남겨주신 질문 제가 대신 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 이런 질문을 남겨주셨네요. 지금 작가님께서는 프랑스의 문학상이 아니라 한국의 박경리 문학상을 받으신 건데 다른 나라에서 이렇게 작가님께 상을 준다라고 하는 다른 국가의 문학상 수상이 작가님께는 어떤 의미로 다가오십니까? 네, 이런 질문을 남겨주셨습니다. D'abord, une très grande surprise. Et c'est particulièrement touchant, j'avoue, en tout cas pour moi, de savoir qu'on a déjà été traduit, ensuite qu'on a été lu par quand même un certain nombre de personnes, et des personnes là très littéraires, puisque les membres du jury, bien sûr, sont des gens très littéraires. Et c'est vraiment une surprise magnifique et un grand étonnement. Et ça m'a permis de commencer à découvrir, non pas seulement l'œuvre de Pak Kyung-ni, mais la personne qui, plus on m'en parle, plus on me fait visiter grâce à toutes les personnes qui sont de la fondation, qui me parlent de cette personne. Elle était extraordinaire. Vraiment, elle-même est comme un roman. Elle a écrit un roman gigantesque, mais elle-même la personne est d'une richesse humaine qui me touche beaucoup, vraiment. 네. 이렇게 다른 나라에서 나의 작품을 읽어준다라고 하는 것 자체가 감동이었다. 저는 제 책이 번역된 적은 없지만 정말로 그럴 것 같다라는 느낌을 받게 됩니다. 이렇게 언어도 다르고 문화도 다른데 그럼에도 불구하고 나의 작품에서 어떤 자기의 경험과 이렇게 조응하는 면을 발견해냈고 그것이 자기에게 울림을 줬다라고 하는 거잖아요. 그리고 동시에 이제 박경리 작가님에 대한 이런 인연도 갖게 됐음을 말씀해 주셨는데 아까도 제가 알기로는 작가님께서 좀 일찍 오셔서 이 박경리 문학관에 전시되어 있는 공간도 좀 둘러보시고 박경리 작가님에 관련된 여러 가지 그 일화도 전해 들으신 걸로 알고 있는데요. 네, 박경리 작가님 뭐 여러분들 다 잘 알고 계시겠지만 한국에서 굉장히 어려운 환경 가운데 토지라고 하는 역작을 내셨잖아요. 돌이켜보면 나의 어떤 시대를 견디는 데 있어서 그것을 어떤 개인의 비탄으로만 환원시키는 게 아니라 그걸 우리나라의 아주 트라우마와 같은 식민지 시기에 그 역사와 접합시키면서 거대한 작품을 썼다라고 하는 것 자체가 굉장히 까마득한 후배인 저로서도 놀랍게 여겨지고요. 네, 그러한 인연들이 이제 또 겹쳐지면서 이렇게 또 박경리 문학관에서 실비 제르맹 작가님의 강연을 우리가 듣고 있는 것이겠죠. 예, 또 다른 질문 여쭤보도록 하겠습니다. 아무래도 글쓰기가 주제이다 보니까 또 여기에 오신 분들이 글을 쓰시고 싶은 분들이 정말 많으신 듯합니다. 그래서 이런 질문을 남겨주셨는데요. 예, 아주 본질적인 질문이네요. 네, 작가님, 글을 잘 쓴다는 것은 무엇일까요? 이런 질문 남겨주셨습니다. 아주 철학적인 질문이네요. 네. Bien écrire. Chacun a des critères différents. Est-ce que bien écrire, c'est un problème que de style? Non, bien écrire, ce n'est pas qu'un problème de style, d'usage de la langue. Il y a un tout. Il faut qu'à la fois il y ait qu'il y ait un ton de langage. Vous savez, comme des chanteurs. Il y a des chanteurs qui ont beaucoup de puissance de voix, mais ils n'ont pas de timbre. Il n'y a pas de charme dans leur voix. Ils chantent avec puissance. Voilà.
Il y a aussi des très bons concertistes, ils vont avoir des prix parce qu'ils ont une technique parfaite. Mais il n'y a pas d'émotion. Et parfois, il y a des chanteurs qui chantent, qui n'ont pas une grande voix, mais il y a un timbre. Voilà, il y a quelque chose dans leur voix qui nous touche. Et ben, pour l'écriture, c'est pareil. C'est à la fois un certain usage de la langue. Il y a des écrivains parfois qui ont un très beau style, mais ils n'ont rien à dire, ou c'est pas très intéressant. Il y en a qui écrivent un peu, c'est un peu braque, ou tout n'est pas égal, mais il y a une flamme, il y a une force, il y a quelque chose qui vient nous frapper. Bon, il y a tout. On parlait de Proust tout à l'heure, c'est somptueux. À la fois, c'est une langue extraordinairement belle, qui n'est d'ailleurs plus parlée comme ça vraiment maintenant. J'imagine pas un écrivain à l'heure actuelle pouvoir écrire comme Proust, ça serait difficile. Je pense à un autre écrivain là, du XXe siècle, Jean Giono. Pareil, c'est une écriture magnifique, très sensuelle, très imagée. À l'heure actuelle, comme dans tous les pays, la langue évolue et l'usage de la langue change beaucoup. Maintenant, il y a davantage de langue parlée, de vocabulaire, du langage courant, voire un langage parfois grossier ou beaucoup plus de dialogue. Ça dépend du talent de l'écrivain. Moi, je n'ai pas un critère absolu. Tout dépend du talent d'un écrivain, de sa cohérence, et qu'il y ait une authenticité et une cohérence. Et voilà, c'est l'impression qu'il va donner et la force de son texte. La force d'un texte vient de tout un ensemble de choses. La langue, mais le récit, l'organisation du récit, et puis qu'est-ce qu'il y a comme pensée ou sensibilité dans le texte. 네, 이런 어려운 질문을 남겨주신 분, 오셨겠죠? 예, 작가님께서 정말 현명한 답변을 해주셨는데요. 사실 어떤 특정한 기준을 가지고 글을 잘 썼다라기보다는 그것이 갖고 있는 오리지널리티라고 하는 독창성과 더불어서 그 언어의 자의식이라고 하는 것이 얼마나 그 작품 안에 잘 녹여져 있는지 등등이 종합적으로 고려되어야만 그 작품을 읽는 사람을 무엇보다 좀 감동시킬 수 있고 이 독자에게 이 작품 정말 잘 썼구나라고 감복하게 만드는 거죠. 예, 그런 게 잘 쓴 글이 아닐까 작가님의 답변을 들으면서 정리를 좀 해보게 되고요. 이런 질문을 또 남겨주셨습니다. 작가님께서는 글쓰기를 할 때 글의 첫 단어 혹은 문장을 어떻게 시작하십니까? 라고 아주 구체적인 네, 작가님의 좀 조언을 구하고자 이런 질문을 남기신 것 같습니다. 예, 첫 단어, 첫 문장 쓰는 게 워낙 어려운 일이니까 여쭤보시는 것 같습니다. Il y a des écrivains ici, il paraît. Ils pourraient répondre aussi. Parce que là aussi, non seulement ça dépend de chaque écrivain, mais c'est pas la même chose à chaque livre. Parfois, le début vient comme tout seul. C'est comme donné. On entend où on a une phrase qui s'est formée dans la tête, et cette phrase nous plaît, nous touche, et je vais écrire cette phrase, mais après, il faut continuer. Après, il faut que cette phrase déclenche d'autres phrases, d'autres choses, qu'elle porte en elle-même déjà beaucoup de sens. Mais il m'est arrivé aussi d'avoir beaucoup de difficultés à commencer. Avoir une certaine idée, mais très générale, d'un livre, avoir envie d'écrire, mais le commencement me semblait difficile. Vous voyez, il n'y a pas une règle générale non plus pour ça. Non seulement chaque écrivain est différent, et ensuite, pour chaque écrivain, ça fait 40 ans que j'écris, hein,
Donc, en 40 ans, selon les livres, ça n'a pas été toujours les mêmes expériences. Donc, je ne peux pas faire une réponse précise. Désolée. 네, 실비 제레맹 작가님께서 아주 솔직하게 답변해 주셨는데요. 저는 들으면서 역시 글쓰기에는 왕도가 없구나 라는 저의 그 지론을 다시 한번 확인하게 됐는데요. 실비 제레맹 작가님도 40년 동안 글쓰기 하셨지만 늘 작품 대할 때마다 새롭게 시작한다라고 말씀해 주셨잖아요. 근데 고 박완서 작가님의 경우에도 글쓰기에는 경험치라고 하는 게 쌓이지 않더라. 이런 고백을 한 적이 있습니다. 원래 그 분야에서 30년 정도 일을 하면 굉장히 그 숙련도라고 하는 게 올라가서 이렇게 눈 감고도 그 일을 한다. 생활의 달인 같은 프로그램 여러분 보시면 나오잖아요. 그런데 글쓰기라고 하는 것은 내가 이 작품을 아무리 잘 썼다고 해도 다음 작품 이제 시작을 하게 되면 백지에서 처음부터 시작을 하는 거잖아요. 전혀 다른 인물들이 나오고 아예 다른 배경에서 또 시작을 하기 때문에 정말 어렵다 이런 고백을 하셨는데 그게 한국 작가님이나 프랑스 작가님이나 비슷하게 역시나 어려운 것이구나 느끼게 됩니다. 그리고 이런 질문 남겨주셨는데요. 작가님께서 탐구하시는 주제가 악과 고통이라고 하는 굉장히 또 어렵지만 우리에게 중요하게 생각되는 주제를 탐구하고 계신데요. 지금 사회는 굉장히 많은 악과 고통 혹은 폭력이 도사리고 있는 것 같습니다. 이런 시대에 작가님이 생각하시는 글쓰기, 문학의 의미는 무엇인지 여쭤보고 싶습니다. 이렇게 남겨주셨네요. C'est pas seulement maintenant, ça a toujours été comme ça, je crois, avec la littérature, et je pense à la littérature du 19e et surtout du 20e siècle. Du coup, je pense à des écrivains russes, que ce soit par exemple Dostoïevski ou Tolstoï. Tolstoï écrivant sur les guerres napoléoniennes, Dostoïevski sur les crimes ou la violence par désespoir ou du fait de la pauvreté, mais ils mettent en scène toutes ces violences, mais il y a toute une réflexion. Il y a pour le coup, là, il y a aussi une chambre d'écho. Il y a toute une réflexion. Ils ne se contentent pas, comme font par exemple des films, un peu des films d'horreur ou les films de guerre, les films dont les Américains sont très doués pour faire ça, qui sont très spectaculaires. On est comme ça devant, mais en fait, on est comme des voyeurs. Oui, ça ne fait pas réfléchir. Des grands écrivains comme donc Dostoïevski, Tolstoï, ils font réfléchir. C'est très très différent. Ils ne nous mettent pas en position de ce que j'appelle de voyeur. Le voyeur, c'est celui qui regarde des horreurs ou la souffrance des autres ou la violence du monde et qui en fait est effrayé, mais il jubile aussi de voir ça. Ça vient flatter ce qu'il y a de plus dégoûtant en soi. Voilà. Des grands écrivains comme ceux que je nomme, il y en aurait bien d'autres, beaucoup d'écrivains après la guerre de 1914, la Première Guerre mondiale par exemple, ont donné des témoignages, mais qui donnent vraiment à réfléchir, qui montrent plutôt l'horreur de la guerre, ou en marge, ou dans des sortes de poches un peu à part dans la guerre, la fraternité, la capacité de bonté, parfois de fraternité, presque de sacrifice entre les hommes ou entre les êtres humains. Et comme je parlais des Russes, je pense aussi à un immense écrivain russe du XXe, qui est Vassili Grossman. Je pense que parmi vous, il y en a qui doivent connaître l'œuvre de Vassili Grossman. Il a dû être traduit en coréen, j'espère. Et par exemple, le plus célèbre, c'est Vie et Destin. Et lui aussi, il parle de son époque, mais il a une manière de parler qui il remet à chaque fois des êtres humains particuliers qui permettent comment dire,
le lecteur lui-même de fraterniser, de retrouver un sens de l'humain dans cette inhumanité qu'est la guerre. Et il a une idée, un concept, c'est peut-être pas ça, mais ce qu'il appelle la petite bonté. Je sais pas comment c'est traduit, la petite bonté. Et la petite bonté, c'est des gestes très simples, très modestes, pleins d'humilité qui peuvent être faits, comme donner quand on n'a plus d'eau, il reste que ça, hein, il reste que ça d'eau dans un verre, il n'y a pas de bouteille, il n'y a rien. Il fait extrêmement chaud. Quelqu'un va mourir. Moi aussi, je meurs de soif. Mais je vais donner cette eau qui est comme de l'or, hein. Quand on meurt de soif, un petit peu d'eau, c'est de l'or. Et va donner cette eau à quelqu'un qui en a plus besoin. C'est ça qu'il appelle la petite montée. Ça va être des gestes comme ça qui sauvent l'humanité quand l'humanité semble presque morte, humiliée par la violence. Ce qui se passe encore en ce moment, que ce soit en Palestine, que ce soit en Ukraine, que ce soit dans tant de pays, ce qui s'est passé longtemps et beaucoup en Corée, votre histoire aussi est une histoire terrible, et pendant longtemps, entre les occupations, puis la guerre fratricide et la séparation, c'est vraiment vous faites partie des peuples très, très, très éprouvés. Et c'est pour ça, je comprends la grande admiration que l'on porte en Corée à Park Kyung-hee, parce qu'elle vraiment, à l'évidence, elle a su transmettre à ses contemporains et à ses compatriotes un esprit en même temps de résistance humaine à l'horreur de toutes ces violences, de toutes ces guerres. Et si j'ai compris, la romancière qui vient d'avoir le Nobel, félicitations à la Corée, Hong, je dis pas bien le nom, Kong, Hong, Han, Kong, voilà. Elle aussi évoque, en temps décalé, bien sûr, parce qu'elle est d'une autre génération, mais elle va évoquer d'autres problèmes, d'autres tourments de son pays. Et c'est comme ça de génération en génération. Mais voilà, la littérature est intéressante, mais je dirais pareil pour le cinéma, hein, et pareil pour la peinture. Les grandes peintures de guerre, les grandes peintures de bataille, ça peut être des chefs-d'œuvre techniques, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et parfois, un simple dessin montre toute l'horreur, l'absurdité de la guerre. Là, je pense à Goya, hein, bien sûr. Quand on voit les dessins de Goya comme dénonciation de l'horreur de la guerre, voilà, à chaque fois, ça dépend du regard de l'artiste et de ce qui porte en lui d'humanité. Voilà. 네, 이 전쟁이라고 하는 것, 작가님께서도 프랑스 출신이기 때문에 프랑스가 그 세계대전에 또 휘말리면서 많은 고통을 겪기도 했고요. 우리나라 역시 다른 나라는 냉전으로 겪었지만 우리는 6.25 전쟁이라고 하는 열전의 형태로 정말 동족상전의 비극을 이 체험을 했잖아요. 예, 그런 전쟁 문학이라고 하는 것이 한국 문학사에도 고스란히 녹아 있고, 동시에 그러한 전쟁 폭력뿐만 아니라 국가 폭력이라고 하는 것도 존재하고 있죠. 예, 그래서 한강 작가의 소년이 온다나 작별하지 않는다와 같은 그 소설의 경우는 우리나라의 5.18 광주 민주화운동이라고 하는 군부 정권에 의해서 광주 시민들이 탄압당했던 사건을 소설화하고 있고요. 작별하지 않는다는 제주 4.3이라고 하는 역시나 유승만 정부 시절에 제주도민들을 학살했던 그 역사를 초점화해서 소설로 써냈죠. 문학적 명제라고 하는 게 뭘까 작가님의 말씀을 들으면서 생각을 해보게 되는데요. 보통 언론에서는 사람들이 전쟁으로 300명 죽었다, 혹은 뭐 몇만 명이 부상을 입었다, 뭐 이런 식으로 대략적인 숫자로 그런 것들을 제시하잖아요. 그런데 문학이라고 하는 건 300명이 죽었다로 한 문장으로 끝내는 게 아니라
그 개별적인 300개의 죽음에 대해서 하나하나 들여다보는 게 문학이고 동시에 그것이 어떻게 보면 다른 것이 할 수 없는 문학이 가지고 있는 위대한 가치라는 생각을 좀 해보게 되는데요. 지금 시간 관계상 제가 한두 분 정도 아마 직접 그 작가님께 좀 여쭤보실 수 있는 질문의 기회를 드릴 수 있을 것 같습니다. 그래서 손을 들어주시면 저희가 마이크 전달드리도록 할 테니까요. 예, 제가 미처 다 전달드리지 못한 질문, 꼭 이건 좀 여쭤보고 싶다 하고 있으신 건 좀 손을 들어주십시오. 마이크 전달드리겠습니다. 예. 우리 가장 이제 최연소인 것 같은 네, 오늘 참가자 중에 네. Oui, oui, oui. Bravo. 글을 처음 쓰기 시작했을 때 혹시 기분을 여쭤볼 수 있을까요? 그걸 여쭤보는 이유가 뭐예요? 제가 예전에 글을 써봤을 때 작심삼일이라고 제가 그랬거든요. 근데 저 처음 기분 제가 처음 기분 신났었는데 약간 작가님 기분 어떨지 궁금해서요. 작심삼일, 그러니까 처음에는 좀 신나다가 나중에는 좀 중단하게 되는 그런 과정을 좀 오래 겪었던 거예요. 네. 네, 혹시 지금 중학생? 초등학생 5학년이에요. 초등학교 5학년? 예, 알겠습니다. Pour le premier roman, mais c'est toujours le même sentiment, même 40 ans plus tard. Et si je l'avais plus, c'est pas la peine d'écrire. C'est l'impression de partir dans une aventure, de ne pas savoir où je vais, mais d'éprouver le besoin d'y aller. Vous voyez, on sent qu'on est comme appelé, il faut y aller, on ne sait pas où. Donc il y a un mélange un peu de peur, mais d'excitation, de désir, de doute, il y a de tout. Mais ce qui doit l'emporter, c'est un désir, même si ce désir est pas très clair, c'est pas grave. C'est partir, c'est un peu comme les débuts d'une aventure amoureuse. Voilà. Moi, je compare toujours l'écriture au début d'une aventure amoureuse. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de la jeune fille. 네. 어땠어요, 작가님 말씀 들으면서? 약간 너무 진지하게 답해 주셔서 오히려 약간 감동받았달까. 알겠습니다. 네, 고마워요. 네. 내일 모레 학교 가서 친구들한테 자랑해도 됩니다. 네, 실비 제레맹 작가님께 내가 이런 조언을 들었다라고요. 네, 한 분 정도 또 더 질문 받을 수 있을 것 같습니다. 예, 손을 들어주시면 마이크 전달드릴게요. 예, 저쪽에 앉아 계신 네, 안경 쓰신 분. 네, 안녕하세요. 13대 수상하신 걸 축하드립니다. 실비 제레밍님. 네. 박경린 선생님은 자신이 행복했었다면 글을 결코 쓰지 않았을 것이라고 말씀하신 적이 있거든요. 그분의 그 말씀과 이제 제레밍 선생님의 생각을 좀 듣고 싶고요. 그 86년도에 체코로 가셨다 그랬잖아요. 그때 어떤 생각으로 체코에 가시게 되었는지도 좀 알고 싶어요. Alors, il y a deux questions. Donc, déjà, cette phrase, effectivement, de Pak Kyung-mi, je la connaissais et je crois que ça peut assez bien résumer le pourquoi on se met à écrire aussi. Ça peut être à partir d'une blessure privée, de deuil, de chagrin personnel, ce qui a été le cas de cette femme qui a eu une enfance, je crois, difficile et qui a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie. Et l'écriture permet de créer, de remettre à distance, comme je disais, même pour dénoncer par exemple la violence,
c'est une manière peut-être, c'est comme une respiration en fait, l'écriture. Parfois on étouffe, hein, on peut étouffer devant la folie du monde, la violence du monde ou les deuils qui nous oppressent. Et c'est à nouveau et on n'arrive plus à respirer, on n'arrive plus à penser, on n'arrive plus à vivre. Et écrire, pour d'autres, ça sera la musique ou peindre, ou pour l'écrivain, c'est une manière de essayer de recréer de l'espace un petit peu pour respirer. Et je comprends ce qu'a dit cette femme. Ça l'a poussée à écrire peut-être pour essayer à la fois de trouver à nouveau un petit peu d'espace et essayer aussi de comprendre. Parce que quand on écrit, même si on ne sait pas exactement où on va, qu'on ne sait pas toujours qu'est-ce qu'on est en train d'écrire, ça nous apprend, c'est comme si ça nous apportait des nouvelles du monde, des nouvelles de nous-mêmes. Ça aide, voilà, ça, sur le moment, ça nous aide peut-être à vivre. Et je comprends, à ce sens, tout à fait la démarche de cette femme. Alors, deuxième question très différente. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais effectivement très attirée par... on a chacun des tropismes. Hein. J'étais très attirée par la culture et l'histoire des pays, comme on disait, nous, Europe de l'Ouest, par les pays qu'on appelait de l'Est, Europe centrale et Europe plus orientale. Mais c'était essentiellement, en fait, c'était un peu romantique. C'était parce que j'aimais beaucoup de grands écrivains de l'Empire, ce qu'on a appelé l'Empire austro-hongrois, Stefan Zweig et d'autres grands écrivains de cette époque. Et également, donc, jusqu'à la Russie, bien sûr, pareil, les écrivains, et puis les paysages, et puis l'architecture. J'ai été attirée. Il n'y a pas de raison particulière. Dans ma famille, on est plusieurs. J'ai une sœur, elle, ça a toujours été la Méditerranée. Elle est obsédée par la Grèce. Et depuis 40 ans, elle va en Grèce tous les étés. Parce que c'est une passion pour la Grèce. Et elle ne comprend pas du tout mon attirance pour l'Est. J'ai une autre sœur, elle, c'est les pays, c'est l'Écosse. Vous voyez, on peut être ici, je suis sûre qu'il y a des gens qui ont des tropismes pour des pays, il n'y a pas d'explication pour ça. Bref, et un jour, je suis aussi passée à Prague, j'étais allée à Budapest, j'étais allée dans différentes villes de l'Est, et cette ville est absolument magnifique. C'est une des plus belles d'Europe. Je pense vraiment, comme il y a Venise, Lisbonne, Prague est parmi les plus belles villes d'Europe. Et puis bon, j'ai créé des liens là-bas et j'ai réussi à y passer. C'était pas facile. Du temps du communisme, c'était très difficile quand on venait d'un pays dit de l'Ouest de pouvoir habiter là-bas. J'ai enseigné dans une école française et ça a été des années très, voilà, très marquantes, très intéressantes. 네, 이렇게 또 답변에 상세하게 말씀을 또 해주셨는데요. 제 주변에는 프랑스에 대한 이 환상을 갖고 있는 분들이 굉장히 많아서 내가 꼭 여행을 가게 된다면 반드시 프랑스에 가겠다. 그걸 실천한 대표적으로 제 동생이 있습니다. 그래서 프랑스라고 하는 나라가 가진 또 매력이라고 하는 게 한국인들에게도 상당히 또 강력하다. 이런 말씀을 또 드려보게 됩니다. 오늘 박경림 문학상 수상작가 실비 제르맹 작가님의 특별 강연 진행을 해봤는데요. 마지막으로 작가님 오늘 이 자리 좀 어떠셨는지 소감 여쭙고 싶습니다. Après cet événement, c'est-à-dire après le prix? 네. 예, 마지막 소감 여쭤보려고 합니다. J'aurais aimé avoir plus de dialogue avec les personnes qui sont très réservées, mais les Coréens sont très polis, très réservés.
je suis sûre qu'il y a des questions ou des choses à dire, que vous portez des choses à dire. Et voilà. Mais bah, c'était pour moi un plaisir. Je vous dis non, vraiment, j'ai été très touchée entre hier et aujourd'hui de pouvoir mieux découvrir là le côté humain de Park Kyung-mi. Et cette femme, j'ai l'impression un peu de la connaître ou de l'avoir connue. Tellement il y a quelque chose de chaleur humaine chez cette femme et qui faisait. Elle a l'impression qu'elle savait tout faire. Vous m'a montré, elle faisait de ses vêtements, elle a fait des recouvert des canapés, elle a porté des kilos de pierres pour faire des chemins, elle grattait la terre, elle avait son potager, elle a l'impression qu'elle savait tout faire, qu'elle avait un rapport très physique à la terre, très charnel aussi aux gens. Donc tout ça se répercute bien sûr dans son écriture et lui donne son authenticité. Mais c'est rare d'avoir la chance de pouvoir venir comme ça dans le lieu d'un écrivain, là d'une écrivaine, et d'avoir accès à son humanité. Et ça, pour moi, c'est très, voilà, c'est un très beau cadeau. Mais depuis que je suis là, je n'ai que des cadeaux. Voilà, je ne reçois que des cadeaux. 네, 오늘 이 시간을 통해서 또 서로 다른 삶이 좀 만나고 공감의 공간이 형성되었기를 바라봅니다. 실비 제르맹 작가님의 이야기 속에서 또 우리 모두가 네 명의 자기를 좀 만나는 시간, 그리고 새로운 영감을 받는 기회 여러분께서도 가져보셨으리라 생각이 듭니다. 앞으로도 작가님께서 오늘 이렇게 여러분께서 좀 이렇게 들으셨던 이런 내용들 통해서 여러분들만의 문학적 여정을 이어가시길 바라고요. 참여해주신 여러분께 다시 한번 깊은 감사의 말씀을 전합니다. 이제 가을이잖아요. 가을의 남은 날들도 풍성한 독서의 기쁨으로 채워가시길 바라겠습니다. 오늘 좋은 말씀 들려주신 실비 제르맹 작가님께 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다.